Bonjour, aujourd'hui on va voir encore une fois le théorème de Kronecker avec une variante, pas dans l'énoncé en fait, bon, mais une variante dans la méthode. C'est Toto, la méthode à Toto, donc la méthode, comme on dit, qui trouve très souvent des variantes qui d'abord sont élégantes, mais ensuite sont intéressantes à exposer sur cette chaîne parce que elles ont une, disons, en termes de placement de produits, c'est quand même pas mal. Je veux pas passer pour un influenceur, c'est pas ça l'idée, mais plutôt pour les candidats à l'agrégation, le fait d'avoir le même résultat à exposer, mais de façon un petit peu différente avec des variantes, eh bien c'est intéressant. Par exemple, le théorème de Kronecker, bon, on peut le placer évidemment dans une leçon sur les racines de l'unité, mais avec la méthode initiale qui consiste à montrer qu'une certaine famille de polynômes est encore dans Z de X, ça utilise à fond les relations coefficients-racines. Donc déjà dans polynôme, racine et racine de l'unité évidemment c'est plaçable. Ensuite la méthode qu'on a proposée dans le carnet de voyage en algébrie qui consiste à prendre la matrice compagnon, eh bien du coup il y a un petit peu moins de coefficients racines même s'il en reste et un petit peu plus de réduction. Donc encore une fois placement de produit un petit peu plus large et avec cette méthode vous allez voir que c'est intéressant, il y a de l'arithmétique des polynômes, il n'y a plus du tout de coefficients racines, mais il va y avoir de l'arithmétique des polynômes de z de x, et bon, c'est polynôme sur un anneau factoriel avec le fameux contenu de Gauss et le lemme de Gauss qui est lié à ce contenu. Alors, je vous rappelle le théorème de Kronecker. Si P est unitaire dans z de x, avec comme hypothèse que toutes les racines de P sont de module inférieur ou égal à 1, voilà, alors ces racines sont soit nulles, soit racines de l'unité. Alors voici la variante que propose Toto. D'abord, quitte à diviser P par x puissance R, on peut toujours supposer que ces racines sont nulles. Alors il faut quand même vérifier ça, effectivement. S'il a des racines nulles avec une certaine multiplicité R, eh bien, on va avoir P qui va être égal à XR fois un autre polynôme. Et cet autre polynôme, je peux encore l'appeler P, parce qu'effectivement, il restera unitaire, et ses racines seront un sous-ensemble des racines du polynôme de départ, donc seront toujours de module inférieur ou égal à 1. Bon, donc, très bien, on peut supposer, quitte à diviser, que ces racines sont non nulles. Bien. Alors là, c'est là qu'est le plus gros de la méthode, finalement, même si c'est pas très impliqué. En tout cas, c'est très instructif pour certains. Je sais que c'est pas des techniques que tous les agrégatifs dominent forcément. Regardez bien. Quitte à diviser P par le PGCD de P et de P', on peut supposer des racines simples. Bon, on va rester un petit peu sur cette phrase. Effectivement, si vous prenez P et que vous divisez par le PGCD de P et de P', si vous factorisez P dans C, dans le corps des complexes, vous avez un produit de x moins lambda puissance n lambda. Eh bien, le PGCD de P et de P', ce sera le produit des x moins lambda puissance n lambda moins 1. Ce qui fait que quand on divise le premier par le second, il reste que le produit des x moins lambda tout court. Ça veut dire que ça, c'est une technique assez simple pour rendre les racines simples. On garde toutes les racines, voilà, mais elles sont simples. Attention, c'est une technique qui demande d'être dans caractéristique 0, d'accord? On est sur C, donc la caractéristique est nulle. Bien, donc, parce que sinon, P' pourrait s'annuler. Parce que dans ce cas-là, on aurait le PGCD de P égale P, puisque P' égale 0. Bien. Alors, on peut supposer ces racines simples. Alors, on peut supposer, ça voudrait dire que ce polynôme vérifie exactement ça. Alors, bon, unitaire, on veut bien croire, puisque ça c'est unitaire,
divisé par un unitaire. Ça, on veut bien croire, puisque comme on divise P, eh ben, les racines restent les mêmes, on n'a rien touché aux racines, juste à leur multiplicité. Mais dans Z de X, c'est ça qui n'est pas évident. Donc on va montrer que ce type-là reste dans Z de X. Bien. Alors pourquoi Q, hein, le PGCD, ici, appartient vraiment à Z de X. Il va être unitaire, bon, un PGCD, on prend toujours unitaire, mais dans Z de X. Alors, on va voir que ça vient d'un théorème un peu profond, quand même, de Gauss, hein, qui nécessite le contenu d'un polynôme sur un anneau factoriel. Alors, regardez, vous avez donc, dans Q, évidemment, le PGCD divise, donc P égale S fois Q, voilà. Alors maintenant, regardez, le polynôme Q, il est dans le cordé rationnel, donc je peux multiplier par le PPCM des dénominateurs qu'on trouve dans les coefficients et obtenir un polynôme de Z de X, évidemment, donc je multiplie par Q, mais ce polynôme ne sera pas forcément primitif. Il faut que je divise par le contenu de ce polynôme pour obtenir, et c'est celui-ci que j'appelle Q', pour obtenir un polynôme primitif. Je fais exactement pareil avec S, d'accord? C'est-à-dire je multiplie par un petit s, je divise par S', ça c'est des entiers, et j'obtiens un polynôme primitif. Bien. Donc là, je pars de P égale SQ, je multiplie à gauche et à droite par SQ sur S'Q'. Comme ça, je vais avoir SQ sur S'Q', P égale, eh bien, ce polynôme-là que j'appelle Q0 et ce polynôme-là que j'appelle S0, qui sont des polynômes primitifs. Donc, maintenant, je vais multiplier par S'Q' et j'obtiens SQP égale S0, Q0, S'Q'. Et ça, c'est des polynômes de Z de X, et en plus, ils sont primitifs. Donc là, maintenant, j'applique le lemme de Gauss. Voilà, tout est fait, parce que, bon, j'aurais pas pu l'appliquer si j'étais encore dans Q, il faut être dans Z pour l'appliquer, mais là, je l'applique, et c'est très visible, parce que j'ai des polynômes primitifs, donc j'ai SQ fois le contenu de P, mais le contenu de P, comme P est unitaire, bah, c'est forcément 1, je vous rappelle que le contenu, c'est le PGCD des coefficients hein, de notre polynôme à coefficient entier, donc ça nous fait SQ égale S'Q'. Donc maintenant, eh bien, comme SQ égale S'Q', je peux simplifier et j'ai P égale S0, Q0. Ce qui veut dire, comme P est unitaire, eh bien, forcément, S0 et Q0 sont unitaires, quitte à les multiplier par moins 1. Hein, voilà, la seule décomposition de 1 dans Z, c'est 1 fois 1 ou moins 1 fois moins 1. Et donc, Q0 est un polynôme de Z de X qui est proportionnel hein, à Q et qui est unitaire. Donc la proportion vaut 1 et donc on a Q0 qui est égal à Q, ce qui prouve que Q est unitaire à coefficient dans Z. Voilà. Bien, là c'était peut-être le morceau le plus gros, l'utilisation du contenu pour pouvoir dire je me ramène au cas où les racines sont simples. Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la matrice compagnon, comme dans Carnet de voyage en algébrie. Je vous rappelle que la matrice compagnon, hein, on en parle souvent sur cette chaîne, d'un polynôme unitaire, c'est défini comme ceci, avec une sous-ligne de 1 et ici l'opposé des coefficients, ici, et que l'on a le polynôme caractéristique de CP égale P. Qu'est-ce qu'il va falloir montrer? Il va falloir montrer comme le polynôme caractéristique égale P, ça veut dire que le problème des racines de P devient le problème des valeurs propres de CP, et il faut montrer que toutes les valeurs propres donc de CP sont des racines de l'unité. On aura gagné. Bien. Alors, regardez, je vais partir de la base canonique des vecteurs colonnes, EI, I de 1 à N. EI se décompose dans la base des vecteurs propres de CP. Effectivement, comme P est scindé simple sur C, eh ben, CP est diagonalisable sur C. Donc,
EI va se décomposer, mais dans C, hein, là on est dans C, en tant que somme de J égale 1 à N de XJI, VJ, où VJ c'est la base des vecteurs propres. On les prend normés, évidemment, hein, on est plongé dans CN, muni de sa structure hermitienne, et quand on va appliquer CP puissance K à EI, eh bien comme c'est des vecteurs propres, on va avoir des lambda J puissance K qui vont apparaître, qui vont être de module toujours inférieur ou égal à 1, donc avec l'inégalité triangulaire, j'ai que la norme 2, hein, la norme hermitienne, de CP puissance K, de EI, va être inférieure à un certain MI. Effectivement, bon, les VJ qui sont normés, donc là, on s'en occupe pas. Les lambda J puissance K qui vont apparaître ici vont être de norme inférieure à 1. Donc avec l'inégalité triangulaire, on s'en occupe pas non plus, ça disparaît. Il va rester plus que cette somme-là, la somme des modules de XJI, qui finalement est bornée. Est bornée puisqu'il y en a un nombre fini. Et bornée, attention, indépendamment de K, surtout. Bien. Ce qui va faire que CP puissance K EI appartient à une certaine boule, hein, de centre O0, disons, et de rayon MI, mais qui appartient aussi à Zn, hein, puisque EI, ses coefficients sont dans Zn, CP, ses coefficients sont dans Z, et CP puissance K, donc du coup, ses coefficients sont dans Z aussi. Donc ça c'est intéressant, et il faut bien voir que cette intersection de la boule, les points entiers de la boule, il y en a un nombre fini. Soit vous le voyez, je trouve ça rigolo, en disant c'est compact, on est dans une boule, c'est un fermé dans un compact, donc c'est un compact discret. Compact discret veut dire fini, hein, mais après, bon, c'est peut-être, cette boule, elle est dans un hypercube, évidemment, et l'hypercube, on peut borner concrètement le nombre de ses points entiers. Très bien. Donc tout le monde se convaincra que ça c'est fini. Ce qui va faire finalement que quand je vais regarder l'application de Z dans ce que j'appelle ici BIZ, hein, cet ensemble fini, qui à K donne CP puissance K appliqué à EI, eh bien ça ne peut pas être injectif puisque on a un ensemble infini vers un ensemble fini. Donc, ça veut dire qu'il existe K et K' distincts, tel que CP puissance K EI est égal à CP puissance K' EI. Voilà. Comme P n'a pas de racine nulle, CP, ici, 0 n'est pas racine ici, il n'y a pas de valeur propre nulle, donc CP est inversible. Donc je peux passer CP K' de l'autre côté pour montrer que j'ai un MI non nul, tel que CP puissance MI de EI égale EI. Voilà. C'est quoi? Donc, je dis que MI, c'est KI moins K'I. Je fais ça maintenant pour tout I, d'accord? Il y a un nombre fini de I, donc je peux prendre le PPCM des MI. Évidemment, ici, quand je prends MI, tous les multiples de MI vont vérifier la même chose, donc M en particulier, mais là, cette fois-ci, ça devient pour tout I, c'est-à-dire que je peux effacer le I, ici. Et comme effectivement, c'est vrai pour tout élément de la base canonique, d'une base en général, voilà. Donc ça fait CP puissance M égale l'identité. Et donc ça veut dire que le spectre de CP, puisque le spectre il est inclus dans tout ensemble de racines de polynômes annulateurs, ici xm-1, eh bien le spectre de CP est fait de racines de l'unité. Maintenant, les racines de l'unité, voilà, donc ça veut dire que les racines de ce polynôme, c'est des racines de l'unité, voilà. Et ce qui veut dire, bon, on peut remonter ici que c'est les racines ici, puisqu'on a enlevé juste la multiplicité, c'est encore des racines de l'unité, et là, on avait enlevé 0, donc les racines sont soit nulles au départ, soit racines de l'unité. Voilà, j'aime bien ces petites variantes, et je pense que, effectivement, c'est à l'agrégation, je conseille ce genre de situation, de s'intéresser à ces problèmes un petit peu profonds comme ça, qui vont avoir plusieurs interprétations, donc plusieurs façons de se placer dans des leçons différentes.
Voilà, on s'arrête là.